Condamné à mourir seul, le minuscule lynx roux agonisait dans la boue glacée quand 3 prédateurs canins ont surgi de l'obscurité et encerclé son corps tremblant. Ce qui aurait dû être son dernier moment est devenu le premier chapitre d'une histoire qui allait défier les lois les plus fondamentales de la nature. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Sous la pluie battante des montagnes du Montana, un minuscule bruit perce à travers le rugissement de l'orage. Un cri, si faible qu'il pourrait facilement se perdre dans la furie des éléments. Mais ce soir, ce cri va changer des vies. Une petite boule de fourrure tachetée, tremblante et affamée se bat contre les forces de la nature, cherchant désespérément un refuge qui ne vient pas. Abandonné, seul, et avec une infime chance de survie, ce petit lynx roux de 2 mois n'a plus que quelques heures devant lui. Ses yeux, encore bleus d'une jeunesse à peine commencée, scrutent l'obscurité avec une peur viscérale que seuls les orphelins de la nature peuvent comprendre. À moins d'1 kilomètre de là, séparés par une forêt dense et des clôtures humaines, 3 silhouettes se dressent, alertes. 3 paires d'oreilles se tendent vers ce son que l'humain ne peut percevoir. 3 cœurs battent à l'unisson, guidés par un instinct que des millénaires de domestication n'ont pas réussi à effacer. Les chiens de la famille Laurent ont entendu l'appel, et contrairement à toutes les lois de la nature, ils y répondent. Ce que personne ne pouvait prévoir, c'est la chaîne d'événements extraordinaires qui allait suivre. Une histoire où les frontières entre sauvages et domestiques s'effacent, où l'instinct de protection transcende les espèces, et où une petite boule de fourrure condamnée découvrira que parfois, la famille ne se définit pas par le sang ou l'espèce, mais par ce lien invisible et puissant que nous appelons simplement l'amour. Marie-Laurent rangeait la vaisselle lorsque le comportement de ses chiens attira son attention. D'habitude calme à cette heure tardive, tous 3, Max le Golden Retriever, Luna le berger allemand et Bandy le bâtard au grand cœur, s'agitaient près de la porte de derrière, grattant frénétiquement le bois, comme si leur vie en dépendait. « Qu'est-ce qui vous prend ?» demanda Marie, essuyant ses mains sur un torchon de cuisine. À 42 ans, cette biologiste de la faune reconvertie en vétérinaire rural connaissait suffisamment ses compagnons pour savoir que quelque chose d'inhabituel se produisait. Max, le plus âgé du trio avec ses 8 ans, émit un gémissement plaintif, ses yeux noisettes fixés sur sa maîtresse avec une intensité troublante. Luna, toujours la sentinelle, montrait des signes d'agitation que Marie ne lui connaissait pas, tandis que Bandy, le plus jeune et le plus impétueux, continuait à gratter la porte comme si sa vie en dépendait. « Thomas !» appela Marie. « Les chiens agissent bizarrement. » Thomas Laurent apparut dans l'encadrement de la porte, essuyant ses lunettes sur le bord de son t-shirt. À 45 ans, ce garde forestier avait passé plus de temps dans la nature qu'à l'intérieur, son visage buriné, témoignant des longues heures passées sous le soleil du Montana. « C'est probablement un cerf qui passe près de la propriété », suggéra-t-il, mais même lui semblait peu convaincu par sa propre explication. La pluie redoublait d'intensité, martelant le toit de leur modeste ranch avec une violence presque personnelle. Un éclair déchira le ciel, illuminant brièvement leur jardin clôturé qui s'étendait jusqu'à la lisière de la forêt. Dans cette brève clarté, Marie crut apercevoir un mouvement à la limite de leur propriété. « Thomas, il y a quelque chose dehors, » dit-elle, s'approchant de la fenêtre. À peine avait-elle prononcé ces mots que Max poussa un aboiement puissant, suivi par Luna et Bandy dans un chœur canin qui résonna dans toute la maison. Puis, avant que quiconque puisse réagir, Bandy se jeta contre la porte avec une force surprenante. Le loquet, déjà fragilisé par les années, céda sous l'impact, et la porte s'ouvrit violemment. « Bandy !» cria Thomas, mais c'était trop tard. Les 3 chiens s'élancèrent dans la nuit pluvieuse, disparaissant presque instantanément dans l'obscurité. Marie attrapa une lampe torche, tandis que Thomas enfilait rapidement des bottes en caoutchouc.
Je n'ai jamais vu Max faire ça, dit Marie, inquiète. Le Golden Retriever était habituellement le plus obéissant, le plus posé des trois. Quelque chose ne va vraiment pas. Dehors, la pluie les frappa comme un mur liquide. Marie dirigea le faisceau de sa lampe vers l'endroit où elle avait aperçu du mouvement, mais la visibilité était réduite à quelques mètres. « Max! Luna! Bandit !» appela Thomas, sa voix presque noyée par le rugissement de l'orage. Un aboiement leur parvint, étouffé par la distance et la pluie. Marie et Thomas échangèrent un regard avant de se diriger vers la source du bruit, leurs pieds s'enfonçant dans la boue qui recouvrait leur jardin. Ils les trouvèrent près de la clôture qui séparait leur propriété de la forêt. Les trois chiens formaient un cercle protecteur autour de quelque chose de petit, recroquevillé contre le sol détrempé. Luna, toujours la gardienne, montait la garde, tandis que Max et Bandit semblaient communiquer avec la petite créature par de doux gémissements. Marie s'approcha lentement, dirigeant le faisceau de sa lampe vers le centre du cercle. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. « Thomas », murmura-t-elle, « c'est un bébé lynx. » Tremblant de froid et de peur, un minuscule lynx roux les fixait de ses yeux bleus terrifiés. Son pelage tacheté, plaqué contre son corps par la pluie, révélait une maigreur alarmante. Une de ses pattes avant semblait blessée, et du sang se mêlait à la boue sous lui. « Il est orphelin », constata Thomas, s'agenouillant pour mieux voir. « Et il est en très mauvais état. » Ce qui frappa Marie, ce n'était pas seulement l'état du petit félin, mais le comportement de ses chiens. Aucun d'eux ne montrait d'agressivité envers ce qui aurait dû être considéré comme une proie ou, au mieux, un intrus. Au contraire, Max s'était allongé à côté du chaton sauvage, offrant la chaleur de son corps, tandis que Luna montait la garde et que Bandit reniflait doucement le petit, comme pour l'examiner. « C'est incroyable », souffla Marie. « Il le protège. » Thomas hocha la tête tout aussi stupéfait. La question est, qu'est-ce qu'on fait maintenant? En tant que garde forestier, Thomas connaissait les protocoles. Un animal sauvage, surtout un prédateur comme un lynx roux, devrait être signalé au service de la faune, qui le placerait dans un centre de réhabilitation. Mais en tant qu'homme qui avait passé sa vie à observer les comportements animaux, il savait aussi reconnaître quelque chose d'exceptionnel quand il le voyait. Marie, avec son expérience de vétérinaire, examinait déjà mentalement les blessures du petit félin. Il est déshydraté, probablement affamé, et cette patte a besoin de soins. Sans intervention, il ne passera pas la nuit. Un autre éclair illumina la scène, révélant un tableau que ni Marie ni Thomas n'auraient jamais cru possible. Leurs trois chiens, protecteurs de leur territoire, formant un bouclier vivant autour d'un prédateur sauvage, défiant toutes les lois naturelles de la méfiance interspécifique. « On ne peut pas le laisser mourir », décida Marie, retirant sa veste imperméable pour en envelopper délicatement le chaton. À sa grande surprise, le petit lynx ne résista pas, comme s'il comprenait instinctivement que ces étranges créatures représentaient son unique chance de survie. Max se leva, observant attentivement chaque mouvement de Marie, tandis que Luna et Bandit restaient en alerte, scrutant les ténèbres comme s'ils s'attendaient à ce que quelque chose, ou quelqu'un, émerge de la forêt. « Rentrons », dit Thomas, jetant un dernier regard vers la ligne d'arbres qui marquait la frontière de leur propriété. Cette tempête ne fait que commencer. Ils ignoraient à quel point cette phrase était prophétique, car ce soir-là, dans leur modeste ranch du Montana, alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, une tempête d'un tout autre genre se préparait à bouleverser leur vie. Une tempête née de la rencontre improbable entre un orphelin sauvage et trois chiens qui avaient décidé de réécrire les règles de la nature. Le petit lynx, enveloppé dans la veste de Marie et bercé par le mouvement de ses pas, ferma ses yeux bleus pour la première fois depuis des jours avec un sentiment qu'il n'avait plus connu depuis la disparition de sa mère, la sécurité.
Dans la cuisine bien éclairée, Marie déposa délicatement son précieux fardeau sur la table, tandis que Thomas sortait la trousse de premiers soins vétérinaires que sa femme gardait toujours prête. Les 3 chiens s'assirent en demi-cercle, observant la scène avec une attention qui défiait toute explication. « Il est tellement petit », murmura Thomas, regardant le chaton qui tremblait encore malgré la chaleur de la maison. « Tu penses qu'il a quel âge ?» Marie examina délicatement les dents du petit félin. 2 mois, peut-être un peu plus. Normalement, il serait encore avec sa mère apprenant à chasser. Elle nettoya doucement la boue et le sang qui maculait son pelage, révélant une blessure à la patte avant qui, heureusement, semblait superficielle. « Il a eu de la chance, dit-elle. Ça aurait pu être bien pire. Il va avoir besoin d'antibiotiques, déclara Marie après avoir terminé son examen. Je peux m'occuper de sa patte, mais il est sévèrement déshydraté et malnutri. Je ne sais pas depuis combien de temps il est seul. » Thomas observait les chiens qui n'avaient pas quitté leur position comme s'ils montaient une garde silencieuse autour du petit rescapé. Ce qui m'intrigue, c'est comment ils ont su. Comment ont-ils détecté sa présence et surtout, pourquoi ont-ils réagi de cette façon? Marie préparait une solution de réhydratation tout en réfléchissant à la question de son mari. Les chiens peuvent détecter la détresse. Peut-être ont-ils entendu ses cris ou senti son odeur portée par le vent. Oui, mais pourquoi le protéger? Un lynx est un prédateur, un concurrent naturel. Ils auraient dû être méfiants, voire agressifs. Max choisit ce moment pour s'approcher de la table, posant délicatement sa tête près du petit félin. À la surprise du couple, le lynx ne montra aucun signe de peur face à ce géant, comparé à sa taille minuscule. Au contraire, il tendit faiblement son museau vers celui du Golden Retriever, dans un geste qui semblait presque familier. « C'est comme s'ils se connaissaient », murmura Marie, fascinée par l'échange. Luna et Bandit s'approchèrent à leur tour, formant un demi-cercle autour de la table. Chacun semblait avoir adopté un rôle précis. Max, le réconfort. Luna, la protection. Et Bandit, débordant d'énergie juvénile, semblait incarner l'espoir et la vitalité dont le petit lynx avait désespérément besoin. « Tu crois qu'on devrait appeler les services de la faune ?» demanda Thomas, bien qu'il connaissait déjà la réponse. Marie secoua la tête. « Pas ce soir. Avec cette tempête, personne ne viendra avant demain matin au plus tôt. » Et dans son état... Elle laissa sa phrase en suspens, mais Thomas comprit. Le petit ne survivrait probablement pas au transport et au stress supplémentaire. « Alors, il reste ici cette nuit », conclut-il, surpris par le soulagement qu'il ressentait à cette décision. À l'aide d'une seringue sans aiguille, Marie commença à administrer la solution de réhydratation au chaton sauvage, qui accepta le liquide avec une soif désespérée. Ses petits yeux, d'un bleu profond qui se transformerait plus tard en ambre doré, se fermaient parfois d'épuisement mais s'ouvraient aussitôt, comme si le sommeil représentait encore un danger trop grand. « Comment va-t-on l'appeler » demanda soudain Thomas. Marie leva un sourcil. « On ne devrait pas lui donner de nom si on compte le remettre au service de la faune. »« Je sais, mais il a besoin d'un nom pour cette nuit au moins. » Marie observa le petit félin, son pelage tacheté, rappelant une carte constellée d'îles. « Maverick, dit-elle finalement, parce qu'il a survécu seul, comme un petit rebelle. »« Maverick, répéta Thomas, souriant. Ça lui va bien. » Après avoir pansé la patte blessée et administré une dose d'antibiotiques, Marie créa un nid douillet pour Maverick dans une boîte en carton, tapissée d'une couverture douce. Il va avoir besoin de chaleur cette nuit. À peine avait-elle déposé le lynx dans son lit improvisé que Max s'approcha, renifla la boîte, puis s'allongea juste à côté, son corps massif formant un bouclier de chaleur naturelle. Luna prit position au pied de la boîte, tandis que Bandit, après avoir tourné plusieurs fois sur lui-même, se coucha de l'autre côté.
On dirait qu'ils ont décidé de prendre le service de nuit, plaisanta Thomas, bien que sa voix trahissait son émerveillement devant la scène. Marie hocha la tête, trop émue pour parler. En 20 ans de carrière vétérinaire, elle avait vu des comportements animaux extraordinaires, mais rien de comparable à ce qui se déroulait sous ses yeux. Cette nuit-là, Thomas et Marie dormirent peu, se relayant pour vérifier l'état de Maverick. À chaque fois, ils trouvèrent les 3 chiens à leur poste, veillant sur le petit orphelin avec une détermination qui défiait toute explication rationnelle. Au petit matin, la tempête s'était calmée, laissant derrière elle un ciel lavé et une terre gorgée d'eau. Marie fut la première à descendre, s'attendant presque à découvrir que les événements de la nuit n'avaient été qu'un rêve étrange, mais la scène qui l'accueillit dans la cuisine était bien réelle. Maverick était réveillé, ses yeux plus vifs que la veille, explorant les limites de sa boîte sous la supervision attentive de Max. Luna, toujours la sentinelle, était postée près de la porte arrière, tandis que Bandy, dans son enthousiasme habituel, tournait autour de la boîte en émettant de petits gémissements excités. « Bonjour à vous tous », dit doucement Marie, s'approchant avec précaution pour ne pas effrayer le petit lynx. À sa grande surprise, Maverick ne montra aucun signe de peur. Au contraire, il la fixa avec une curiosité qui semblait dépasser son jeune âge, comme s'il évaluait cette humaine qu'il avait arrachée aux griffes de la mort. « Comment va notre patient ce matin ?» demanda Thomas, apparaissant dans l'encadrement de la porte, ses cheveux encore humides de la douche. « Mieux, je crois, » répondit Marie, examinant attentivement le petit félin. Sa patte semble moins enflée et ses yeux sont plus alertes. Maverick émit un petit miaulement, si différent du cri puissant qu'un lynx adulte pouvait produire, mais chargé d'une détermination qui fit sourire le couple. « Il a faim », diagnostiqua Marie. « C'est bon signe. » Thomas se dirigea vers le réfrigérateur. « Qu'est-ce qu'on donne à manger à un bébé lynx ?» Idéalement, de la viande crue, hachée très finement. À son âge, dans la nature, il commencerait tout juste à manger de la viande solide, tout en tétant encore sa mère. Thomas sortit un morceau de poulet frais du réfrigérateur. Ça fera l'affaire. Marie acquiesça, prenant le poulet pour le hacher minutieusement. Pendant ce temps, Thomas prépara les gamelles des chiens, qui, curieusement, semblaient plus intéressés par le repas de Maverick que par le leur. « Vous aurez votre tour », leur assura-t-il, amusé par leur comportement. Lorsque Marie présenta un petit bol contenant la viande hachée à Maverick, celui-ci renifla avec méfiance, avant de commencer à manger avec une voracité qui témoignait de sa faim. Max, Luna et Bandy observèrent la scène avec ce qui ressemblait étrangement à de la fierté. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Thomas, verbalisant la question qui pesait sur leurs 2 esprits. Marie soupira, caressant distraitement la tête de Luna qui s'était approchée d'elle. « Officiellement, je devrais appeler les services de la faune. Ils le placeront dans un centre de réhabilitation où il sera élevé avec un minimum de contact humain avant d'être relâché dans la nature. » Et officieusement, Marie regarda Maverick, puis les 3 chiens qu'il avait adoptés sans hésitation. « Officieusement, je suis inquiète. Il est très jeune, probablement sevré trop tôt. Ses chances de survivre même dans un centre spécialisé sont limitées. » Thomas connaissait suffisamment sa femme pour comprendre ce qu'elle ne disait pas. « Tu penses qu'il aurait de meilleures chances ici avec nous ?» « Je ne sais pas, Thomas. Ce que je sais, c'est que quelque chose d'extraordinaire s'est produit hier soir. Nos chiens ont reconnu un besoin, ont agi contre leur nature et ont peut-être changé le destin de ce petit être. » Thomas s'approcha de la boîte où Maverick avait terminé son repas et se nettoyait soigneusement, dans un geste si félin qu'il en était presque comique chez une créature si jeune. Si on le garde, ne serait-ce que temporairement, ça ne sera pas facile. Il est sauvage, Thomas. Tôt ou tard, ses instincts reprendront le dessus. « Je sais, » répondit-il simplement, « mais regarde-les. » Marie suivit son regard.
Max s'était à nouveau allongé près de la boîte, son corps massif offrant une présence rassurante. Luna montait toujours la garde, ses yeux alertes passant de Maverick à la porte, puis aux fenêtres, comme si elle attendait une menace invisible. Quant à Bandit, il avait réussi à convaincre Maverick de jouer, poussant doucement une balle de tennis vers la boîte, que le petit lynx suivait des yeux avec intérêt. « Ils l'ont déjà adopté », murmura Marie, sentant sa résolution faiblir. « Et lui les a adoptés », ajouta Thomas. « Regarde comme il est à l'aise avec eux. Ce n'est pas normal pour un animal sauvage. » Marie savait qu'il avait raison. Le comportement de Maverick défiait toutes les attentes. Un lynx orphelin de cet âge devrait être terrorisé, agressif, ou au mieux, distant. Au lieu de cela, il semblait avoir accepté cette étrange famille de substitution avec une aisance déconcertante. « Donnons-nous quelques jours », proposa-t-elle finalement. « Le temps d'évaluer son état de santé plus précisément. Si ses blessures sont plus graves que je ne le pense, ou s'il montre des signes de maladie, il aura besoin de soins spécialisés de toute façon. » Thomas acquiesça, sachant que c'était la décision la plus raisonnable. « Et s'il va bien ?» Marie regarda à nouveau le tableau improbable qui s'offrait à elle. 3 chiens et un lynx orphelin formant une famille que la nature n'aurait jamais dû permettre. « S'il va bien, on avisera. Mais Thomas, on doit être réaliste. Maverick n'est pas un chat domestique. Il grandira, ses instincts de prédateur se développeront. Nous devrons peut-être faire face à des décisions difficiles dans les semaines à venir. » Thomas hocha la tête, comprenant parfaitement les implications. En tant que garde forestier, il avait vu trop d'histoires d'animaux sauvages adoptés se terminer dans la tragédie, tant pour l'animal que pour ses bienfaiteurs bien intentionnés. Mais alors qu'il observait Bandit réussir finalement à attirer Maverick hors de sa boîte pour jouer doucement avec la balle, il ne put s'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, cette histoire pourrait avoir une fin différente. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur décision allait non seulement changer la vie de Maverick, mais aussi la leur, et bouleverser toute leur certitude sur la frontière entre sauvage et domestique, entre instinct et adaptation. Les jours qui suivirent se transformèrent en une routine étrange mais harmonieuse. Marie avait aménagé un espace dans leur salon pour Maverick, remplaçant la boîte en carton par un véritable enclos, doté d'une petite cachette où le lynx pouvait se réfugier quand il se sentait menacé. Mais curieusement, il utilisait rarement cette retraite, préférant rester en compagnie de ses 3 protecteurs canins. Chaque chien semblait avoir développé un rôle spécifique dans l'éducation du petit orphelin. Max, le patriarche sage, incarnait la figure paternelle stable. Il passait des heures allongées près de l'enclos, observant patiemment les tentatives maladroites de Maverick pour grimper ou sauter, intervenant avec une douceur surprenante lorsque le petit félin devenait trop audacieux. Luna, avec son instinct de berger, surveillait constamment les alentours, comme si elle s'attendait à voir surgir un danger à tout moment. Sa vigilance s'étendait même au moment où Marie ou Thomas manipulaient Maverick pour ses soins quotidiens, ses yeux attentifs ne manquant jamais un seul mouvement. Quant à Bandit, son énergie débordante et sa nature joueuse en faisaient le compagnon de jeu idéal pour Maverick. Ensemble, ils inventaient des jeux complexes, impliquant des balles, des bouts de corde et parfois des objets que Marie aurait préféré voir rester intacts. Malgré son jeune âge et sa fragilité initiale, Maverick montrait une vivacité et une intelligence qui impressionnaient même Thomas, pourtant habitué au comportement des lynx sauvages. Sa patte guérit remarquablement bien, observa Marie une semaine après le sauvetage, alors qu'elle changeait le bandage de Maverick. Le petit félin, désormais plus confiant, se laissait manipuler avec une patience surprenante, ses yeux bleus fixés sur Luna, qui montait la garde à quelques pas de là. « Et son poids ?» demanda Thomas, qui notait méticuleusement chaque détail du développement de Maverick dans un carnet, à la fois par curiosité personnelle et pour documenter ce cas extraordinaire. « Il a pris presque 200 grammes cette semaine.
C'est encourageant, mais il a encore un long chemin à parcourir. Thomas hocha la tête, contemplant le petit lynx qui, une fois libéré des mains de Marie, se précipita vers Bandit pour reprendre leur jeu interrompu. Tu sais, plus je l'observe, plus je me demande ce qui s'est réellement passé avec sa mère. Marie leva les yeux, intriguée. Tu ne penses pas qu'elle l'a simplement abandonnée ou qu'elle est morte? Les femelles lynx sont des mères extrêmement dévouées. Et il n'y a eu aucun signalement de braconnage ou d'accident impliquant un lynx adulte dans la région. Marie rangea soigneusement son matériel médical, réfléchissant aux implications. Tu crois qu'elle pourrait être encore en vie quelque part? Je ne sais pas, mais ce qui me trouble, c'est son comportement avec les chiens. Ce n'est pas seulement de la tolérance, Marie, c'est comme s'il les reconnaissait d'une certaine façon. Ils observèrent en silence Maverick, qui tentait maintenant d'escalader le dos patient de Max, ses petites griffes s'accrochant maladroitement à la fourrure dorée. Le Golden Retriever ne broncha pas, tournant simplement la tête pour surveiller les progrès du petit félin avec ce qui ressemblait étrangement à de la fierté. « C'est comme s'il avait été programmé pour s'intégrer à une meute », murmura Marie, ce qui n'a absolument aucun sens du point de vue biologique. Thomas tapota son carnet, pensif. À moins que quoi? À moins qu'il n'ait déjà été exposé à des chiens avant. Pas ces chiens précisément, mais des chiens en général. Marie fronça les sourcils, suivant le fil de la pensée de son mari. Tu suggères qu'il pourrait avoir été domestiqué, d'une certaine façon? Pas domestiqué. Mais peut-être que sa mère avait établi son territoire près d'une zone habitée. Peut-être qu'il a observé des chiens à distance, suffisamment pour ne pas les percevoir comme une menace immédiate. Cette théorie, bien que plausible, ne satisfaisait pas entièrement Marie. Elle avait traité suffisamment d'animaux sauvages pour savoir que l'absence de peur ne se traduisait pas nécessairement par cette connexion presque surnaturelle que Maverick semblait partager avec leurs chiens. Quoi qu'il en soit, reprit Thomas, il progresse bien, trop bien, peut-être. Marie comprit immédiatement ce que son mari voulait dire. Plus Maverick s'adaptait à leur foyer, plus il s'attachait aux chiens, et plus il serait difficile de le préparer à un retour à la vie sauvage. On devrait peut-être commencer à limiter nos interactions avec lui, suggéra-t-elle à contre-cœur. Moins de manipulation, moins de contact direct. Thomas acquiesça, bien que son expression trahissait le même conflit intérieur. S'attacher à Maverick était devenu inévitable, malgré toute leur résolution professionnelle. « Et pour les chiens ?» demanda-t-il. « Comment peut-on limiter leur interaction sans perturber cette dynamique qu'ils ont créée ?» C'était la question que Marie redoutait. Séparer Maverick de ses protecteurs canins semblait non seulement cruel mais potentiellement traumatisant pour le petit lynx qui avait déjà perdu sa mère biologique. « Je ne sais pas », admit-elle. « Peut-être devrions-nous consulter un spécialiste du comportement animal, quelqu'un qui pourrait nous conseiller sur la meilleure approche. » Thomas hésita. Cela signifierait révéler la présence de Maverick. Officiellement, nous aurions dû le signaler dès le premier jour. « Je sais », soupira Marie. Mais nous sommes dans une situation sans précédent. Les protocoles habituels ne s'appliquent peut-être pas ici. Leur conversation fut interrompue par un bruit sourd, suivi d'un miaulement indigné. Maverick, dans sa tentative d'escalader une étagère, avait fait tomber un cadre photo qui, heureusement, n'avait pas brisé. Bandit se précipita immédiatement, reniflant avec inquiétude le petit lynx qui se remettait déjà sur ses pattes, apparemment plus vexé que blessé. Marie et Thomas éclatèrent de rire, la tension momentanément dissipée par cette scène cocasse. « Une chose est sûre, » dit Thomas en se levant pour ramasser le cadre, « il a l'énergie et la curiosité d'un lynx en pleine santé. C'est déjà une victoire en soi. » Marie acquiesça, observant Maverick qui, nullement découragé par sa chute, avait déjà repéré une nouvelle cible à escalader. Cette fois-ci,
le canapé où Luna s'était installée pour sa sieste de l'après-midi. Les jours se transformèrent en semaines, et Maverick continua à prospérer sous la garde vigilante des 3 chiens. Sa patte guérit complètement, ne laissant qu'une légère cicatrice comme souvenir de son épreuve. Son pelage, autrefois terne et emmêlé, devint luisant et épais, révélant les magnifiques marques tachetées caractéristiques de son espèce. Mais avec sa santé florissante, vinrent de nouveaux défis. À près de 3 mois, Maverick montrait les premiers signes de comportement de chasse, transformant parfois les jeux innocents avec Bandit en simulation de traque et de capture. Ses griffes et ses dents, bien que loin d'avoir atteint leur taille adulte, devenaient plus acérées, nécessitant une vigilance accrue de la part de Marie et Thomas. « Il a besoin d'exercer ses instincts naturels », expliqua Marie un soir, après avoir soigné une petite égratignure sur le museau de Bandit, un accident survenu pendant un jeu particulièrement vigoureux. Thomas hocha la tête, pensif. « J'ai peut-être une idée. » Le lendemain matin, il revint de la forêt avec un sac contenant divers éléments naturels, branches, feuilles, petites pierres et même un morceau d'écorce portant des marques de griffes d'un lynx adulte. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda Marie, intriguée. « Un environnement enrichi », répondit Thomas en commençant à réarranger l'enclos de Maverick. « Si nous ne pouvons pas l'emmener dans la forêt, nous allons apporter un peu de forêt à lui. » Ils passèrent la matinée à transformer l'espace de Maverick en une miniature de son habitat naturel, avec des perchoirs, des cachettes et des éléments qui stimuleraient ses sens et ses instincts. Les chiens observèrent le processus avec curiosité, particulièrement Luna qui semblait approuver chaque ajout avec un petit hochement de tête canin. Lorsqu'ils présentèrent le nouvel enclos à Maverick, sa réaction dépassa toutes leurs attentes. Le petit lynx s'immobilisa à l'entrée, son nez frémissant alors qu'il absorbait les nouvelles odeurs. Puis, avec une prudence délibérée, il commença à explorer, reniflant chaque élément, ses oreilles pointues, pivotant pour capter le moindre son. Quand il découvrit l'écorce marquée par un autre lynx, son comportement changea subtilement. Il s'accroupit, ses muscles tendus sous son pelage tacheté, et approcha son visage de l'écorce, inspirant profondément. Puis, à la surprise de Marie et Thomas, il commença à frotter sa joue contre l'écorce, laissant sa propre odeur se mêler à celle de son congénère inconnu. « Il reconnaît son espèce », murmura Thomas, fasciné, même sans avoir jamais rencontré un autre lynx depuis la disparition de sa mère. Marie sentit un mélange de fierté et de mélancolie l'envahir. Fierté de voir Maverick si réceptif à son héritage naturel, et mélancolie à l'idée que ce comportement instinctif signalait le début d'une inévitable séparation. Car malgré tout l'amour que les chiens et eux-mêmes portaient à Maverick, une vérité demeurait incontournable. Il était et resterait un animal sauvage, destiné à une vie que ni Max, ni Luna, ni Bandit ne pourraient jamais partager pleinement. Cette tranquillité relative fut interrompue un matin par une visite inattendue. Marie et Thomas prenaient leur café dans la cuisine, observant par la fenêtre Maverick qui jouait dans son enclos extérieur récemment construit, sous la supervision attentive de Max, lorsque le bruit d'un véhicule approchant attira leur attention. « Tu attends quelqu'un » demanda Thomas, fronçant les sourcils en reconnaissant le logo du département des ressources naturelles sur la portière du pick-up. Marie secoua la tête, soudain inquiète. En tant que vétérinaire, elle entretenait de bonnes relations avec les services locaux de la faune, mais elle savait aussi que garder un lynx roux sans autorisation était, techniquement, illégal. « C'est Mike Peterson », reconnut Thomas en voyant descendre un homme d'une 50aine d'années, à la carrure imposante et aux cheveux poivre et sel. « Mon supérieur. » Les 3 chiens, alertés par l'arrivée d'un étranger, se postèrent immédiatement devant l'enclos de Maverick, formant une barrière protectrice. Luna émit un grognement sourd, inhabituel pour elle, qui était généralement si sociable avec les visiteurs.
Cache Maverick dans son abri intérieur, murmura Thomas à Marie, alors qu'il se dirigeait vers la porte. Je vais voir ce qu'il veut. Marie attira rapidement Maverick à l'intérieur, fermant la porte de la véranda avant de rejoindre son mari pour accueillir leurs visiteurs. Les chiens restèrent en arrière, inhabituellement méfiants. « Mike, quelle surprise !» lança Thomas, s'efforçant de paraître détendu en serrant la main de son supérieur. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Mike Peterson, garde forestier principal pour le comté, sourit amicalement, mais ses yeux vifs scrutaient déjà les alentours avec une curiosité professionnelle. « Salut Thomas, Marie. Désolé de débarquer à l'improviste, mais j'étais dans le secteur et j'ai pensé passer voir comment vous alliez. » Il fit une pause, observant les chiens qui se tenaient à distance, leur posture trahissant une vigilance inhabituelle. « Tes chiens semblent nerveux aujourd'hui. » Thomas haussa les épaules avec une nonchalance feinte. « Ils n'aiment pas beaucoup les surprises. Tu veux entrer prendre un café ?» Mike acquiesça, mais alors qu'il se dirigeait vers la maison, il s'arrêta brusquement. « En fait, Thomas, ce n'est pas une simple visite de courtoisie. Nous avons reçu des signalements étranges ces dernières semaines. Des randonneurs qui auraient aperçu un lynx roux, inhabituellement à l'aise avec les humains dans ce secteur. » Le cœur de Marie manqua un battement, mais elle maintint une expression neutre. Thomas, grâce à ses années d'expérience à gérer des situations tendues dans les forêts, parvint à afficher un intérêt purement professionnel. « Vraiment? Un lynx apprivoisé ?» Mike secoua la tête. « Pas apprivoisé, mais pas aussi craintif qu'il devrait l'être. J'ai pensé que tu aurais peut-être remarqué quelque chose d'inhabituel lors de tes patrouilles. » Thomas fit mine de réfléchir. « Je n'ai rien vu de tel, mais je n'ai pas été très présent sur le terrain ces dernières semaines, avec tout ce travail administratif que tu m'as confié. » Mike rit, donnant une tape amicale sur l'épaule de Thomas. « Toujours à te plaindre de la paperasse. Enfin, si tu remarques quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Ce genre de comportement pourrait indiquer que quelqu'un nourrit la faune sauvage, ce qui est dangereux et illégal, compléta Thomas. Je sais. » Ils entrèrent dans la cuisine, et Marie s'affaira à préparer du café frais, heureuse d'avoir une occupation qui masquait son anxiété. Les chiens s'étaient positionnés stratégiquement près de la porte menant à la véranda où Maverick était caché, leur comportement protecteur plus évident que jamais. « Vos chiens agissent bizarrement », commenta Mike en acceptant la tasse que Marie lui tendait. « Surtout ce grand berger allemand. On dirait qu'il monte la garde. » « Luna a toujours été très protectrice, » expliqua Marie, essayant de détourner l'attention. « Alors, Mike, comment vont Suzanne et les enfants ?» La conversation dériva vers des sujets plus personnels, mais Marie et Thomas restaient tendus, conscients que dans la pièce voisine, un petit félin sauvage dont la présence était techniquement illégale attendait patiemment le départ de l'intrus. Leur nervosité atteignit son paroxysme lorsque Maverick, probablement ennuyé par sa réclusion forcée, émit un petit miaulement plaintif, suffisamment audible pour être entendu dans la cuisine. Mike s'interrompit au milieu d'une anecdote sur son fils aîné. « C'était quoi, ça ?»« Oh, probablement juste Bandit, » répondit rapidement Thomas. « Il fait parfois des bruits étranges quand il rêve. » Mike jeta un regard sceptique vers Bandit, qui, bien éveillé, était assis au garde-à-vous près de la porte de la véranda. Heureusement, avant que la situation ne devienne plus inconfortable, le téléphone de Mike sonna. Il répondit, écouta un moment, puis se leva avec une grimace d'excuse. « Désolé, urgence au parc d'État, un randonneur perdu. » Thomas l'accompagna jusqu'à la porte, partageant quelques commentaires professionnels sur les protocoles de recherche et sauvetage, tandis que Marie restait en arrière, retenant son souffle jusqu'à ce que le pick-up de Mike disparaisse au bout du chemin. « C'était proche », soupira-t-elle lorsque Thomas revint dans la cuisine. Il acquiesça gravement. « Trop proche. Mike n'est pas idiot, Marie. S'il a des soupçons, il reviendra, et peut-être pas aussi amicalement. »
Ils libérèrent Maverick de sa cachette, et le petit lynx bondit joyeusement vers les chiens, inconscient du danger qu'il avait frôlé. Luna lui donna un léger coup de museau, comme pour le réprimander d'avoir fait du bruit, tandis que Max reprenait sa position de surveillance près de lui. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Marie, observant cette interaction avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. On ne peut pas le cacher indéfiniment. Thomas passa une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait toujours lorsqu'il était profondément préoccupé. Je pourrais parler à certains de mes contacts au centre de réhabilitation de la faune à Helena, voir s'ils accepteraient de prendre Maverick dans des conditions spéciales. Des conditions spéciales. En reconnaissant son cas unique, ses interactions avec les chiens, son niveau d'adaptation, peut-être qu'ils accepteraient de développer un programme sur mesure qui ne l'isolerait pas complètement. Marie considéra cette option, son cœur se serrant à l'idée de se séparer de Maverick, mais reconnaissant la sagesse de cette proposition. Et si on attendait encore un peu, juste jusqu'à ce qu'il soit un peu plus fort, un peu plus indépendant? Thomas hésita, puis acquiesça. Quelques semaines de plus, peut-être, mais nous devons être plus prudents, Marie, et commencer à préparer Maverick à une vie moins domestique. Cette conversation marqua un tournant dans leur approche. Avec la menace d'une découverte officielle planant désormais sur eux, Marie et Thomas intensifièrent leurs efforts pour préparer Maverick à une existence plus conforme à sa nature sauvage. L'enclos extérieur fut agrandi et enrichi de nouvelles structures, permettant au jeune lynx d'exercer ses talents d'escalade et de saut. Des séances d'alimentation plus complexes furent introduites, où Maverick devait chasser sa nourriture cachée dans divers endroits de son enclos, stimulant ses instincts naturels. Les chiens, remarquablement, semblaient comprendre ce changement de dynamique. Max et Luna réduisirent progressivement leurs interactions directes avec Maverick, l'observant de plus en plus à distance, comme s'ils reconnaissaient la nécessité de cette transition. Seul Bandit maintenait un niveau élevé d'engagement, ses jeux avec Maverick évoluant pour devenir plus complexes, plus proches des simulations de chasse que des jeux de chiots. Un matin, alors que Marie observait Maverick depuis la fenêtre de la cuisine, elle remarqua un changement subtil dans son comportement. Le jeune lynx, maintenant âgé d'environ 4 mois, avait grimpé au sommet de son perchoir le plus élevé et scrutait l'horizon, son regard fixé sur la forêt distante. Sa posture était celle d'un prédateur mature, patient, alerte, conscient de son environnement d'une manière qui dépassait la simple curiosité juvénile. « Il entend l'appel », murmura Thomas, qui avait rejoint Marie à la fenêtre. L'appel de la forêt, de sa vraie nature. Thomas entoura les épaules de sa femme d'un bras réconfortant. C'est à la fois merveilleux et déchirant, n'est-ce pas, de le voir devenir ce qu'il est vraiment destiné à être. Marie acquiesça, incapable de parler à travers la boule qui s'était formée dans sa gorge. Elle avait toujours su que ce jour viendrait, mais cela ne rendait pas la réalité moins douloureuse. Max, qui se tenait près de l'enclos, semblait partager ce sentiment ambivalent. Le vieux Golden Retriever observait Maverick avec une expression presque mélancolique, comme s'il comprenait que le temps de leur étrange famille recomposée touchait à sa fin. Luna, fidèle à sa nature de gardienne, continuait à monter la garde autour de l'enclos, mais ses patrouilles s'étaient élargies, incluant désormais la lisière de la forêt, comme si elle préparait le terrain pour le futur territoire de Maverick. Quant à Bandit, il semblait être le seul à refuser de reconnaître l'inévitable changement. Il continuait à solliciter Maverick pour jouer, apportant inlassablement balles et bâtons à l'entrée de l'enclos, célébrant chaque moment d'attention que le jeune lynx voulait bien lui accorder. 2 semaines s'écoulèrent depuis la visite de Mike Peterson. L'automne s'installait doucement dans les montagnes du Montana, teintant les forêts de rouge et d'or. Pour Maverick, désormais âgé de près de 5 mois, chaque jour apportait de nouvelles découvertes, de nouvelles compétences acquises.
Son corps s'était transformé, perdant les proportions maladroites du chaton pour adopter la silhouette élégante et musclée caractéristique de son espèce. Ses yeux, autrefois d'un bleu laiteux, brillaient maintenant d'un ambre doré intense, reflétant une intelligence vive et une conscience aiguë de son environnement. Marie et Thomas avaient progressivement modifié son régime alimentaire, incorporant des proies entières, principalement des souris et des lapins d'élevage, pour stimuler ses instincts naturels de prédateur. Au début, Maverick avait semblé confus face à ces créatures immobiles, les reniflant avec curiosité mais sans agressivité. C'est Luna qui, étonnamment, avait déclenché son instinct de chasse. Un matin, alors que Marie venait de déposer un lapin fraîchement euthanasié dans l'enclos, le berger allemand s'était approché, avait reniflé la proie, puis s'était mis en position de chasse, imitant parfaitement la posture d'un prédateur à l'affût. Maverick avait observé, fasciné, puis avait imité Luna, s'accroupissant bas sur ses pattes arrière, ses oreilles pointues plaquées en arrière. Luna s'était alors écartée comme pour céder la place au véritable chasseur, et Maverick avait bondi, saisissant le lapin entre ses mâchoires, avec une précision instinctive qui avait laissé Marie et Thomas sans voix. « Elle lui enseigne », avait murmuré Thomas, stupéfait. Luna lui montre comment être un lynx. Depuis ce jour, Maverick avait rapidement perfectionné ses techniques de chasse, chaque proie devenant une occasion d'affiner ses compétences. Marie veillait à rendre les défis de plus en plus complexes, cachant parfois la nourriture dans des endroits difficiles d'accès, obligeant le jeune lynx à grimper, sauter ou creuser pour atteindre son repas. Ce matin-là, cependant, une nouvelle étape fut franchie. Thomas avait construit une structure complexe dans l'enclos extérieur, un labyrinthe vertical fait de branches, de troncs et de plateformes, culminant à près de 3 mètres de hauteur. Au sommet, dans une petite cavité, il avait placé la proie du jour, un rat d'élevage. « Tu crois qu'il va comprendre ?» demanda Marie, dubitative, alors qu'ils observaient Maverick depuis la véranda. Thomas sourit. « Regarde ses narines, il a déjà capté l'odeur. » En effet, le jeune lynx avait détecté la présence de la proie dès son entrée dans l'enclos. Ses narines frémissaient, ses yeux scrutèrent l'espace, calculant, évaluant. Avec une patience surprenante pour un animal si jeune, il commença à explorer la structure, testant chaque branche avant de s'y engager, retraçant parfois ses pas pour essayer une nouvelle approche. Max et Luna observaient depuis leur poste habituel, tandis que Bandit, incapable de contenir son excitation, courait le long de la clôture, comme pour encourager son ami sauvage. Après plusieurs tentatives et presque 20 minutes d'effort, Maverick atteignit enfin le sommet. Lorsqu'il redescendit, le rat fermement tenu entre ses mâchoires, sa démarche trahissait une nouvelle confiance, une fierté presque palpable. « Il est prêt !» déclara Thomas, sa voix mêlant fierté et résignation. Marie savait ce que signifiaient ces mots. Maverick avait atteint un stade où il pourrait bientôt survivre seul dans la nature. Son corps, ses instincts, ses compétences, tout indiquait qu'il était temps de préparer la prochaine étape. « J'ai contacté le centre de réhabilitation à Helena », continua Thomas. « Ils sont intéressés par son cas. Le directeur, Alan Pritchard, est un vieil ami. Il comprend la situation particulière de Maverick. » Marie hocha la tête, incapable de parler. Malgré toute sa préparation mentale, la réalité de devoir se séparer de Maverick lui semblait soudain insurmontable. « Ils ont un programme spécial pour les cas comme le sien, » poursuivit Thomas. « Des animaux qui ont eu un contact prolongé avec les humains, mais qui peuvent encore être réhabilités. Il serait dans un enclos de transition, beaucoup plus grand que ce que nous pouvons lui offrir ici, avec un accès progressif à un environnement naturel. »« Et quand ?» murmura Marie, ses yeux ne quittant pas Maverick, qui, ayant terminé son repas, s'étirait maintenant paresseusement au soleil. Alan pourrait venir la semaine prochaine pour évaluer Maverick et préparer son transfert.
Une semaine. 7 jours avant que leur étrange famille ne soit séparée. Marie sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle acquiesça, reconnaissant la nécessité de cette décision. Ce soir-là, après que Thomas se fut retiré pour travailler sur ses rapports, Marie s'assit près de l'enclos intérieur où Maverick somnolait, entouré comme toujours de ses 3 gardiens canins. La scène était si paisible, si harmonieuse, qu'elle eut du mal à imaginer comment Maverick s'adapterait à la solitude relative d'un centre de réhabilitation, privé de la compagnie constante de Max, Luna et Bandy. « Comment va-t-on leur expliquer ?» murmura-t-elle, caressant doucement la tête de Max qui s'était approché pour poser son museau sur ses genoux. « Comment leur dire qu'il doit partir ?» Le Golden Retriever la fixa de ses yeux bruns emplis de sagesse, comme s'il comprenait parfaitement la situation. Luna, percevant peut-être la tristesse dans la voix de Marie, vint s'asseoir à ses pieds, sa présence offrant un réconfort silencieux. Seul Bandy semblait imperméable à la mélancolie ambiante, occupé à taquiner Maverick à travers les barreaux de l'enclos, tentant de l'inciter à jouer avec une balle de tennis usée. Le sommeil de Marie fut agité cette nuit-là, peuplé de rêves où elle poursuivait un lynx insaisissable à travers une forêt sans fin. Elle se réveilla à l'aube, épuisée mais déterminée à profiter pleinement des derniers jours avec Maverick. La journée commença normalement, soins, alimentation, temps de jeu supervisé. Thomas partit tôt pour une patrouille de routine, promettant d'être de retour avant midi pour participer aux activités d'enrichissement qu'ils avaient planifiées pour Maverick. C'est vers 10 heures que l'incident se produisit. Marie était dans son bureau, répondant à des emails professionnels, lorsqu'un aboiement frénétique de Luna l'alerta. Elle se précipita dehors pour découvrir une scène alarmante. Maverick, d'une manière inexplicable, avait réussi à s'échapper de son enclos et se tenait maintenant au milieu du jardin, entouré des 3 chiens qui formaient un cercle protecteur autour de lui. L'expression de panique sur le visage de Marie se transforma en incompréhension lorsqu'elle réalisa que les chiens ne tentaient pas de contenir Maverick, ils le protégeaient de quelque chose. Suivant leur regard vigilant, elle aperçut la raison de leur alarme. À la lisière de la forêt se tenait un coyote solitaire, maigre et affamé, observant la scène avec une attention prédatrice. Le cœur de Marie s'accéléra. Les coyotes, bien que généralement méfiants envers les humains, pouvaient s'enhardir lorsque la faim les tenaillait. Et un jeune lynx, malgré ses griffes et ses dents, ne ferait pas le poids face à un coyote adulte expérimenté. « Luna, Max, à la maison !» ordonna-t-elle, espérant pouvoir attirer Maverick à l'intérieur avec les chiens. Mais les 3 canidés restèrent immobiles, refusant pour la première fois d'obéir à un ordre direct. Luna émit un grognement sourd, ses yeux ne quittant pas le coyote. Max se positionna légèrement en avant, son corps habituellement amical soudain transformé en une barrière imposante. Quant à Bandy, il alternait entre des aboiements d'avertissement et des regards vers Maverick, comme pour s'assurer que le jeune lynx restait à l'abri. Maverick, quant à lui, semblait parfaitement calme au milieu de ce chaos. Ses oreilles étaient dressées, ses yeux dorés fixés sur l'intrus avec une curiosité mêlée de méfiance, l'attitude typique d'un jeune prédateur face à un concurrent potentiel. Le coyote fit un pas en avant, testant la détermination du groupe étrange qui lui faisait face. Luna répondit immédiatement par un aboiement puissant, secondé par Max et Bandy dans un chœur intimidant qui résonna dans toute la propriété. Marie, figée sur la véranda, observait cette démonstration de protection interspécifique avec un mélange de peur et d'émerveillement. Jamais, en tant que vétérinaire ou simple amoureuse des animaux, elle n'avait été témoin d'une telle scène. Le face-à-face sembla durer une éternité, bien qu'en réalité à peine quelques minutes s'écoulèrent. Le coyote, malgré sa faim, hésitait visiblement à affronter 3 chiens déterminés pour atteindre sa proie potentielle. Il fit un nouveau pas puis s'immobilisa, jaugeant la situation avec l'intelligence calculatrice propre à son espèce. Ce fut Maverick qui rompit l'impasse,
d'une manière que Marie n'aurait jamais pu anticiper. Le jeune lynx, au lieu de rester passivement protégé au centre du cercle canin, s'avança soudain, se plaçant entre Luna et Max. Il adopta alors une posture que Marie n'avait jamais observée chez lui, dos arqué, poils hérissés, oreilles plaquées en arrière. Il émit un feulement aigu qui, bien que loin d'égaler le rugissement d'un lynx adulte, contenait toute la détermination farouche de sa lignée sauvage. Luna, comme comprenant l'intention de Maverick, recula légèrement, permettant au jeune félin de prendre position à l'avant du groupe. Les trois chiens, loin d'abandonner leur rôle protecteur, semblaient avoir accepté d'inclure Maverick dans leur stratégie défensive collective. Le coyote, confronté à cette alliance improbable et déterminée, finit par battre en retraite. D'abord lentement, puis plus rapidement, il s'éloigna vers la forêt, jetant des regards en arrière comme pour mémoriser cette rencontre inhabituelle. Lorsqu'il eut disparu entre les arbres, Marie laissa échapper un soupir de soulagement si profond qu'il ressemblait presque à un sanglot. Ses jambes, soudain faibles, la portèrent jusqu'au groupe qui se tenait toujours en alerte au milieu du jardin. « Vous êtes incroyables », murmura-t-elle, s'agenouillant pour entourer de ses bras Max et Luna, tandis que Bandit bondissait joyeusement autour d'elle, célébrant leur victoire à sa manière exubérante. Maverick, quant à lui, observait la scène avec une distance nouvelle, comme si l'adrénaline du moment l'avait connecté plus profondément à sa nature sauvage. Ses yeux dorés, plus vifs que jamais, passaient de Marie au chien, puis à la forêt où le coyote avait disparu. « Allez, rentrons », dit Marie doucement, espérant que Maverick la suivrait volontairement plutôt que d'avoir à le capturer. À sa grande surprise, le jeune lynx emboîta docilement le pas au chien, retournant vers la maison comme si l'incident avec le coyote n'avait été qu'une simple interruption dans sa journée. Thomas revint peu après midi, trouvant Marie assise sur le canapé, entourée des trois chiens et de Maverick qui, chose inhabituelle, s'était installé sur ses genoux, ronronnant doucement tandis qu'elle caressait son pelage tacheté. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, surpris par ce tableau de domesticité inattendue. Marie lui raconta l'incident avec le coyote, sa voix encore tremblante d'émotion. Thomas l'écouta en silence, son expression passant de l'inquiétude à la stupéfaction, puis à une admiration presque révérencieuse. « C'est remarquable, » dit-il finalement, s'asseyant pour mieux observer Maverick, qui, loin de montrer la nervosité habituelle des lynx en présence humaine, semblait parfaitement à l'aise. Non seulement les chiens l'ont protégé, mais il a participé activement à la défense collective. « Exactement », confirma Marie. C'était comme s'ils formaient une véritable meute, avec des rôles complémentaires. Luna dirigeait, Max intimidait par sa taille, Bandit faisait du bruit, et Maverick était là comme un membre à part entière. Thomas caressa pensivement la tête de Max, qui s'était approché pour le saluer. « Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas ?» Marie hocha la tête, le cœur lourd, mais l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Maverick n'est peut-être pas prêt pour une réhabilitation traditionnelle. Il a formé des liens trop forts avec les chiens. Pas seulement avec les chiens, corrigea doucement Thomas. Avec nous aussi. Regarde-le. En effet, Maverick les observait tour à tour, ses yeux intelligents reflétant une reconnaissance qui allait bien au-delà de la simple association entre humain et nourriture. Il y avait là une connexion plus profonde, une compréhension qui défiait les frontières habituelles entre sauvage et domestique. « Qu'est-ce qu'on fait alors ?» demanda Marie, sa main continuant à caresser mécaniquement le pelage soyeux du lynx. « On ne peut pas le garder indéfiniment. Ce serait illégal et probablement injuste pour lui à long terme. » Thomas resta silencieux un long moment, pesant visiblement diverses options dans son esprit. « Il y a peut-être une autre voie, » dit-il finalement. « Une qui n'est ni la réhabilitation complète pour un retour à l'état sauvage, ni la captivité permanente. »
Marie le regarda avec curiosité, un mince espoir naissant dans son cœur. « Que veux-tu dire ?»« Le programme d'ambassadeur sauvage. »« Le programme expérimental de conservation ?» Thomas acquiesça. « Exactement. J'en ai discuté brièvement avec Alan lors de notre dernier appel. C'est un nouveau concept, où certains animaux sauvages, généralement ceux qui ne peuvent pas être relâchés pour diverses raisons, deviennent des ambassadeurs de leur espèce. Ils vivent dans des environnements semi-naturels, mais restent en contact régulier avec les humains à des fins éducatives. Marie considéra cette idée, son esprit professionnel évaluant rapidement les avantages et les inconvénients. Maverick serait qualifié pour un tel programme? Je pense que oui. Son cas est unique. Un lynx roux qui a formé des liens interspécifiques complexes, qui démontre une adaptabilité remarquable tout en conservant ses instincts naturels. Ce serait une opportunité inestimable d'étudier et de comprendre les capacités cognitives et sociales des lynx. Et pourrait-il rester près d'ici, près des chiens? Thomas sourit, comprenant la véritable question derrière les mots de Marie. C'est là que ça devient intéressant. Le programme cherche des propriétés privées avec des espaces naturels adaptés, gérés par des personnes qualifiées pour héberger certains ambassadeurs. Le cœur de Marie s'accéléra. Tu suggères que notre propriété pourrait devenir un site satellite officiel du programme? Oui. Nous avons l'espace, l'expertise professionnelle entre ta formation vétérinaire et mon expérience en gestion de la faune. Et surtout, nous avons 3 chiens qui ont déjà prouvé leur capacité à coexister harmonieusement avec un prédateur sauvage. La proposition de Thomas était audacieuse, presque incroyable, mais plus Marie y réfléchissait, plus elle y voyait une solution potentielle à leur dilemme. Cela permettrait à Maverick de rester dans l'environnement où il avait prospéré, tout en lui offrant l'espace et les stimulations nécessaires pour exprimer sa nature sauvage. Il y aurait des inspections régulières, bien sûr, continua Thomas. Des protocoles stricts à suivre, des rapports à soumettre. Ce ne serait pas facile. Mais ce serait légal, compléta Marie, et potentiellement bénéfique pour Maverick et pour la conservation des lynx roux en général. Thomas acquiesça, son visage s'illuminant d'un espoir nouveau. Je vais appeler Alan immédiatement, voir ce qu'il en pense. Si nous pouvons le convaincre de venir évaluer notre situation avant de prendre une décision sur Maverick. Il laissa sa phrase en suspens, mais Marie comprit. C'était une chance mince, mais une chance tout de même, une possibilité de transformer leur situation précaire en quelque chose de positif et significatif. Comme s'il sentait l'importance de ce moment, Maverick se redressa sur les genoux de Marie, fixant Thomas de ses yeux dorés pénétrants. Il émit un petit miaulement interrogatif qui fit sourire le couple. « Je crois qu'il approuve ton plan », dit Marie à moitié plaisantant. Bandit, incapable de rester calme plus longtemps, bondit soudain sur le canapé, offrant sa balle de tennis préférée à Maverick. Le jeune lynx considéra l'offrande un moment, puis avec une délicatesse surprenante, prit la balle entre ses dents et sauta gracieusement au sol, invitant Bandit à le poursuivre. Luna et Max échangèrent ce qui ressemblait étrangement à un regard résigné, avant de se lever pour superviser le jeu des 2 plus jeunes membres de leur étrange meute. « Regarde-les » murmura Marie, émerveillée malgré la familiarité de cette scène. Ils ont créé leur propre société, leurs propres règles. Thomas enlaça sa femme, observant les 4 animaux qui jouaient maintenant dans le salon, défiant toutes les conventions de la biologie et du comportement animal. Si ce n'est pas une preuve que le programme d'ambassadeur pourrait fonctionner, je ne sais pas ce que c'est, dit-il avec conviction. Pour la première fois depuis la visite de Mike Peterson, Marie sentit un poids se lever de ses épaules. L'avenir restait incertain, mais une nouvelle voie s'ouvrait. Une voie qui pourrait permettre à leur famille peu conventionnelle de rester unie, tout en contribuant à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. 3 jours plus tard, un véhicule s'engagea dans l'allée menant à la maison des Laurent. Alan Pritchard,
directeur du centre de réhabilitation de la faune du Montana, était un homme imposant d'une 60aine d'années, dont la barbe grise et les traits burinés par le soleil témoignaient d'une vie passée en extérieur. Ses yeux vifs, d'un bleu délavé, ne manquaient jamais un détail, qualité essentielle dans son travail avec les animaux sauvages les plus difficiles. Thomas l'accueillit sur le perron, serrant fermement la main de son vieil ami. « Merci d'être venu si rapidement, Alan. »« Comment aurais-je pu refuser ?» répondit Alan avec un sourire chaleureux. « Un lynx roux qui cohabite pacifiquement avec des chiens, c'est une première en 40 ans de carrière. » Marie les rejoignit, essuyant ses mains sur un torchon de cuisine. « Bonjour, Alan. J'espère que le trajet n'a pas été trop long. 3 heures de route pour assister à un miracle zoologique? J'en aurais fait 10 sans hésiter. » Ils entrèrent dans la maison, où Marie avait préparé du café et des pâtisseries. Les chiens, habitués aux visiteurs, accueillirent Alan avec curiosité mais sans excitation excessive. Max, toujours le gentleman, s'approcha pour renifler poliment la main tendue du visiteur. Luna resta à distance respectueuse, évaluant ce nouvel humain avec son regard intelligent. Bandit, fidèle à lui-même, tournoya d'excitation avant de s'asseoir, surprenant Alan par son obéissance inattendue. « Ils sont remarquablement bien éduqués, » observa-t-il. « Ils savent que c'est un jour important, » répondit Thomas. « Ils sentent notre nervosité. » Alan acquiesça, comprenant parfaitement cette sensibilité canine aux émotions humaines. « Alors, où est notre célébrité ?» Marie conduisit Alan vers la véranda, où Maverick avait été installé dans son enclos intérieur. Le jeune lynx, alerté par la voix inconnue, s'était posté au point le plus éloigné de la porte, son corps tendu dans une posture d'observation vigilante. « Il est magnifique », murmura Alan, s'accroupissant à distance respectueuse pour observer l'animal. « Un spécimen parfaitement sain de 5 mois, je dirais. »« Presque 6 maintenant », précisa Marie. « Sa croissance a été exceptionnelle ces dernières semaines. » Alan sortit un petit carnet de sa poche et commença à prendre des notes, observant chaque détail du comportement de Maverick. « Comment réagit-il à votre présence? À celle des chiens ?» Thomas et Marie décrivirent en détail l'évolution de leurs interactions avec Maverick, depuis son sauvetage jusqu'aux événements récents, y compris l'incident avec le coyote. Alan écoutait attentivement, son expression professionnelle occasionnellement interrompue par des haussements de sourcils surpris. « Puis-je voir les chiens interagir avec lui ?» demanda-t-il finalement. Marie hésita. « Nous pouvons essayer, mais je dois vous prévenir. Avec un étranger présent, il pourrait se montrer plus réservé que d'habitude. » Alan hocha la tête. « Bien sûr, je resterai en retrait. » Sur un signe de Marie, Thomas alla chercher les chiens. Max entra en premier, sa démarche calme et mesurée. À la vue de Maverick, il s'approcha directement de l'enclos, s'asseyant à proximité immédiate avec une familiarité évidente. Luna suivit, prenant position légèrement en retrait, ses yeux alternant entre Maverick et Alan, évaluant constamment la situation. Bandit, dernier à entrer, contenait visiblement son excitation, s'approchant de l'enclos avec des mouvements plus mesurés qu'à son habitude. L'effet sur Maverick fut immédiat et surprenant. Sa posture défensive se relâcha, ses oreilles se redressèrent, et il s'avança vers la limite de l'enclos, émettant un petit miaulement de salutation qui fit sourire Alan. « Incroyable », murmura-t-il, « il les reconnaît individuellement. »« Ils sont sa famille », dit simplement Marie. Comme pour confirmer ses paroles, Maverick commença à se frotter contre les barreaux près de Max, partageant son odeur avec le Golden Retriever dans un geste typiquement félin de reconnaissance sociale. « Puis-je suggérer quelque chose ?» demanda Alan après plusieurs minutes d'observation. « J'aimerais le voir en liberté avec eux, dans un espace contrôlé bien sûr. » Thomas et Marie échangèrent un regard. C'était un test, ils le savaient, une évaluation non seulement de Maverick mais aussi de leur capacité à gérer la situation en toute sécurité. « Nous pouvons utiliser l'enclos extérieur », proposa Thomas.
Il est suffisamment grand pour des interactions naturelles, mais sécurisées. Ils se déplacèrent vers le jardin, où l'enclos extérieur de Maverick s'étendait sur près de 100 mètres carrés, enrichi de structures d'escalade, de cachettes et d'éléments naturels. Alan examina la construction avec un œil appréciateur, notant la hauteur des clôtures et la qualité des matériaux. « Vous n'avez pas fait les choses à moitié », commenta-t-il. « On voulait qu'il puisse exprimer ses comportements naturels », expliqua Marie. « Grimper, sauter, se cacher. » Avec précaution, ils introduisirent d'abord les chiens dans l'enclos, puis libérèrent Maverick de sa cage de transport. Alan, Thomas et Marie se positionnèrent à l'extérieur, observant à travers le grillage. Ce qui se déroula sous leurs yeux dépassa toutes les attentes d'Alan. Loin de montrer l'agitation ou l'agressivité territoriale typique d'un lynx en présence d'autres prédateurs, Maverick semblait parfaitement à l'aise. Il salua chaque chien à sa manière, un léger frottement de tête contre Max, un regard direct échangé avec Luna, et finalement, un bondissement joueur en réponse à l'invitation de Bandit. Alan semblait à court de mots. Je n'ai jamais rien vu de tel en 40 ans de travail avec les félins sauvages. Pendant près d'une heure, ils observèrent les interactions du groupe, Alan prenant constamment des notes et parfois des photos avec son téléphone. Il était particulièrement fasciné par la communication non verbale entre les animaux, les subtils changements de posture, les regards échangés, la façon dont ils partageaient l'espace avec une compréhension mutuelle qui défiait toute explication conventionnelle. Ils ont développé leur propre langage, observa-t-il, un système de communication hybride, ni tout à fait canin, ni tout à fait félin. Le point culminant de la démonstration vint lorsque Thomas introduisit un élément d'enrichissement, une boîte contenant de la nourriture accessible uniquement en résolvant un simple mécanisme. À la surprise d'Alan, les animaux semblèrent collaborer pour résoudre le problème. Luna et Max maintenaient la boîte stable tandis que Bandit et Maverick manipulaient le mécanisme d'ouverture, chacun exploitant ses capacités spécifiques. C'est de la résolution de problèmes collaboratifs interspécifiques, murmura Alan, incrédule. C'est du niveau de recherche universitaire, ça. Lorsqu'ils rentrèrent finalement à la maison, laissant les animaux profiter du soleil de l'après-midi, Alan semblait transformé. L'expert rigoureux avait laissé place à un homme émerveillé, rappelant à Thomas et Marie pourquoi ils avaient tous choisi ces carrières dédiées à la compréhension et à la protection de la vie sauvage. « Parlons du programme d'ambassadeur », dit Alan, acceptant la tasse de café que Marie lui tendait. « Après ce que je viens de voir, je pense que Maverick pourrait être notre candidat idéal. » « Vraiment ?» Marie ne put cacher son soulagement. « Absolument. Le programme a été conçu précisément pour des cas comme le sien, des animaux sauvages qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas être complètement réhabilités pour un retour à la vie sauvage, mais qui peuvent jouer un rôle crucial dans l'éducation et la conservation. » Thomas se pencha en avant, intéressé. « Comment fonctionnerait concrètement ce statut d'ambassadeur pour Maverick ? » En tant qu'ambassadeur officiel, Maverick resterait sous la tutelle légale du département de la faune, mais pourrait résider dans un habitat adapté, supervisé par des gardiens qualifiés. Il regarda significativement Thomas et Marie. « Des gardiens comme vous. Et notre propriété pourrait devenir cet habitat ?» demanda Marie, osant à peine espérer. Alan acquiesça. « C'est précisément ce que je vais recommander. Votre terrain offre l'espace nécessaire, vous avez l'expertise professionnelle requise, et surtout, il fit un geste vers le jardin où les 4 animaux se reposaient paisiblement. Vous avez déjà établi un environnement social unique qui semble bénéfique pour Maverick. Quelles seraient nos obligations ? Demanda Thomas, toujours pratique. Des rapports réguliers sur son développement, des visites périodiques de vétérinaires et d'experts en comportement, et éventuellement, quand il sera plus âgé, quelques apparitions contrôlées dans des programmes éducatifs. Marie pouvait à peine contenir son excitation. Donc, concrètement, Maverick pourrait rester ici, avec nous et les chiens,
C'est l'idée, confirma Alan. Bien sûr, il y aura une période d'évaluation de 6 mois, pendant laquelle nous documenterons rigoureusement son comportement, sa santé et l'adéquation de votre installation. Mais d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, il laissa sa phrase en suspens, son expression bienveillante transmettant ce que les mots ne pouvaient exprimer pleinement. Thomas, toujours le plus pragmatique du couple, aborda la question délicate. Et Mike Peterson, mon supérieur, a déjà des soupçons. Alan sourit. Mike fait partie du comité consultatif du programme d'ambassadeur. Si je recommande officiellement votre propriété comme site satellite, il sera le premier à soutenir l'initiative. C'est un homme de science avant tout. Le soulagement fut palpable dans la pièce. Ce qui avait commencé comme une situation précaire, potentiellement illégale, pourrait se transformer en un projet officiel de conservation bénéfique pour tous les concernés. « Quand pourrions-nous commencer ?» demanda Marie. « Je dois soumettre mon rapport et ma recommandation au comité, mais étant donné les circonstances exceptionnelles, je vais demander un traitement accéléré. » Alan consulta son agenda. « Disons que d'ici 2 semaines, nous pourrions avoir une approbation préliminaire permettant à Maverick de rester ici sous supervision officielle en attendant la décision finale. » Avant de partir, Alan passa encore 1 heure à discuter des détails logistiques, les modifications à apporter à l'enclos extérieur pour le rendre conforme aux normes du programme, les protocoles alimentaires spécifiques, les exigences en matière d'enrichissement environnemental et bien d'autres aspects techniques que Thomas nota méticuleusement. « Une dernière chose, » dit Alan sur le seuil de la porte. « Le programme d'ambassadeur n'est pas seulement une solution pour des animaux comme Maverick. C'est aussi une opportunité d'apprentissage pour nous tous. Ce que vous avez créé ici, cette famille interspécifique, c'est un phénomène que nous comprenons à peine. Vos observations pourraient contribuer significativement à notre connaissance du comportement animal, de la plasticité cognitive, de la communication interspécifique. On dirait que nous sommes embarqués dans un projet de recherche, » sourit Thomas. « Le plus fascinant que j'ai jamais vu, » confirma Alan. « Et croyez-moi, j'en ai vu beaucoup. » Les 2 semaines qui suivirent furent intenses. Thomas et Marie transformèrent l'enclos extérieur selon les spécifications d'Alan, créant un espace qui répondait aux besoins d'un lynx roux en croissance, tout en maintenant les standards de sécurité nécessaires. L'enclos fut agrandi pour atteindre près de 200 mètres carrés avec une hauteur de clôture de 3 mètres, des plateformes élevées, des cachettes, des troncs pour faire ses griffes, et même un petit bassin peu profond furent ajoutés pour enrichir l'environnement. Parallèlement, Marie élabora un programme nutritionnel équilibré pour Maverick, combinant des proies entières avec des compléments alimentaires spécifiquement formulés pour les félins sauvages en captivité. Thomas, utilisant ses contacts professionnels, obtint les permis nécessaires pour l'acquisition légale de ses proies. Les chiens, comme toujours, observaient ces préparatifs avec un intérêt particulier. Luna inspectait chaque nouvelle addition à l'enclos, comme si elle évaluait personnellement sa qualité et sa sécurité. Max accompagnait patiemment Thomas dans ses travaux, offrant une présence stable et occasionnellement une patte secourable pour maintenir un matériau en place. Bandy, incapable de contenir son enthousiasme face à tant d'activités, alternait entre des sessions de jeu avec Maverick et des tentatives maladroites d'aider, souvent en transportant fièrement des outils dans sa gueule. Quant à Maverick, son développement continuait à un rythme impressionnant. À 6 mois, il avait presque doublé de taille, son corps juvénile commençant à développer la musculature puissante caractéristique des lynx adultes. Ses taches, autrefois floues, s'étaient définies en motifs distincts qui ornaient son pelage désormais épais et lustré. Ses yeux ambrés avaient acquis une intensité hypnotique, reflétant une intelligence qui semblait grandir de jour en jour. Ce qui fascinait particulièrement Marie, c'était l'évolution de sa relation avec les chiens. Loin de s'estomper avec sa maturation, le lien semblait se transformer, s'adapter.
Ces jeux avec bandits étaient devenus plus sophistiqués, impliquant des stratégies de cache-cache et de poursuite qui mettaient en valeur leurs capacités respectives. Avec Luna, il avait développé une sorte de rituel de patrouille, suivant la chienne le long du périmètre de l'enclos chaque matin, comme s'ils inspectaient ensemble leur territoire partagé. Et avec Max, le sage patriarche, Maverick partageait souvent des moments de calme, les deux prédateurs se reposant côte à côte dans les rayons du soleil d'après-midi, dans une communion silencieuse qui transcendait les barrières des espèces. C'est comme s'ils avaient créé leur propre culture, observa Thomas un soir, alors qu'il regardait cette famille peu conventionnelle depuis la véranda. Ni totalement canine, ni totalement féline, mais quelque chose d'entièrement nouveau. Marie acquiesça, émerveillée par la justesse de cette observation. C'est exactement ça. Ils ont établi leurs propres règles, leurs propres rituels. C'est une micro-société. Le jour marquant la fin des 2 semaines d'attente, Marie était tellement nerveuse qu'elle se surprit à réorganiser plusieurs fois les dossiers qu'elle avait préparés pour le comité. Des photos documentant la croissance de Maverick, des journaux détaillant son comportement, ses habitudes alimentaires, ses interactions avec les chiens et bien d'autres observations méticuleuses. Quand le téléphone sonna enfin, Thomas et Marie se précipitèrent pour répondre, mettant l'appel sur haut-parleur. « J'ai d'excellentes nouvelles », annonça la voix d'Alan, vibrante d'enthousiasme. « Le comité a approuvé à l'unanimité votre propriété comme site satellite officiel du programme d'ambassadeur. Maverick est désormais officiellement le premier lynx roux ambassadeur du Montana. » Marie laissa échapper un cri de joie, tandis que Thomas serrait son poing en signe de victoire. Les chiens, alertés par cette explosion d'émotions, accoururent dans la cuisine, Bandit aboyant joyeusement comme s'il comprenait parfaitement la signification de ce moment. « Il y a plus », continua Alan. « Mike Peterson sera votre agent de liaison officiel. Il passera demain pour vous remettre toute la documentation et discuter des prochaines étapes. » Cette nouvelle ajoutait une couche de validation particulièrement satisfaisante. Le supérieur de Thomas, qui avait failli découvrir leur secret quelques semaines plus tôt, allait maintenant devenir leur allié officiel dans cette aventure. « Merci, Alan, » dit Thomas, sa voix trahissant une émotion rare. « Vraiment, merci pour tout. »« Ne me remerciez pas, » répondit Alan. « Ce que vous avez créé là-bas mérite d'être préservé et étudié. Je suis simplement heureux d'y contribuer. » Après l'appel, Marie et Thomas sortirent dans le jardin pour partager la nouvelle avec le principal intéressé. Maverick se prélassait sur une plateforme élevée de son enclos, observant avec une curiosité placide les écureuils qui s'agitaient dans les arbres voisins. À leur approche, il tourna la tête, ses yeux dorés reflétant la lumière du soleil couchant. « Tu es officiellement chez toi maintenant, Maverick, » dit doucement Marie, sachant que le ton de sa voix, sinon ses mots, transmettrait son bonheur. Comme en réponse, le jeune lynx s'étira paresseusement, puis sauta gracieusement au sol pour s'approcher de la clôture. Il émit un son étrange, quelque part entre le ronronnement et le trille, que Marie avait appris à reconnaître comme une expression de contentement. Max, Luna et Bandit, sentant l'importance du moment, s'approchèrent également, formant leur cercle habituel autour de Maverick, non plus pour le protéger d'un monde hostile, mais pour célébrer avec lui cette nouvelle étape de leur voyage commun. Cette nuit-là, alors que la maison s'endormait dans une atmosphère de paix et d'accomplissement, Marie réfléchit à la trajectoire improbable qui les avait menés jusqu'ici. Ce qui avait commencé comme un acte désespéré de sauvetage lors d'une nuit d'orage s'était transformé en une aventure extraordinaire, redéfinissant non seulement leur compréhension des relations interspécifiques, mais aussi leur rôle dans la conservation de la vie sauvage. Les 6 mois qui suivirent transformèrent la propriété des Laurent en un centre d'intérêt scientifique et de conservation reconnu dans tout l'État. Mike Peterson, désormais leur agent de liaison officiel, prenait son rôle très au sérieux, visitant la propriété chaque semaine pour documenter les progrès de Maverick
et s'assurer que toutes les exigences du programme étaient respectées. Je n'aurais jamais imaginé être impliqué dans un projet aussi fascinant, confia-t-il à Thomas lors d'une de ses visites, observant Maverick qui, maintenant âgé d'1 an, avait atteint presque les 2/3 de sa taille adulte. Quand j'ai entendu les rumeurs d'un lynx socialisé dans le secteur, j'étais préparé à gérer une situation problématique de détention illégale. Thomas sourit, se rappelant leur nervosité lors de la visite surprise de Mike quelques mois plus tôt. Et à la place, tu te retrouves à superviser une étude comportementale pionnière. La vie est pleine de surprises, acquiesça Mike, prenant des notes alors que Maverick et Bandit s'engageaient dans l'une de leurs sessions de jeu devenues légendaires parmi les observateurs du programme. À 1 an, Maverick était une créature magnifique. Son pelage tacheté avait développé la pleine richesse de ses motifs, sa queue courte s'était ornée d'un bout noir distinctif et ses oreilles pointues arboraient désormais les touffes de poils caractéristiques des lynx adultes. Son corps, bien que n'ayant pas encore atteint sa taille définitive, affichait déjà la puissante musculature d'un prédateur accompli. Ses pattes, particulièrement larges pour un félin de sa taille, lui permettaient de se déplacer avec aisance sur les surfaces instables, y compris la neige qui recouvrait maintenant la propriété. Mais plus remarquable encore que son développement physique était son évolution comportementale. Maverick avait développé une personnalité complexe, à la fois fidèle à sa nature sauvage et profondément façonnée par ses interactions avec les chiens et les humains. Il chassait avec l'efficacité silencieuse propre à son espèce, capable de capturer les proies vivantes introduites dans son enclos avec une précision impressionnante. Mais il démontrait aussi une capacité de jeu social sophistiquée, une curiosité pour les nouveaux objets et une tolérance aux routines humaines qui défiaient toutes les attentes concernant les lynx sauvages. C'est comme s'il vivait dans 2 mondes parallèles, observa Marie un soir, après avoir assisté à une séquence particulièrement frappante où Maverick était passé du mode chasse intense, traquant un lapin dans son enclos, à un comportement presque canin de sollicitation de jeu avec Bandit, le tout en l'espace de quelques minutes. Il est pleinement lynx et pourtant quelque chose d'autre. Cette dualité fascinait les chercheurs qui, avec l'approbation du programme, venaient désormais régulièrement observer Maverick. Une équipe de l'Université du Montana avait même installé des caméras dans l'enclos pour documenter les interactions nocturnes entre le lynx et les chiens, qui étaient autorisés à passer du temps avec lui selon un protocole soigneusement établi. Les résultats préliminaires de ces observations avaient déjà conduit à une publication dans une revue scientifique respectée, suggérant que les capacités d'adaptation sociale des félins sauvages pourraient être significativement plus développées que ce que l'on croyait précédemment. La chercheuse principale, Dr. Emily Chen, avait même suggéré que le cas de Maverick pourrait nécessiter une réévaluation des théories existantes sur la rigidité des comportements instinctifs chez les prédateurs sauvages. Mais cette célébrité naissante n'était pas sans défi. À mesure que Maverick mûrissait, certains aspects de sa nature sauvage devenaient plus prononcés. Il avait commencé à marquer son territoire dans l'enclos, un comportement naturel pour un lynx mâle approchant de la maturité sexuelle, mais qui soulevait des questions sur la façon dont cette territorialité pourrait affecter ses relations avec les chiens. Une après-midi de janvier, Marie observa avec inquiétude Maverick qui, perché sur son point d'observation le plus élevé, fixait Luna avec une intensité inhabituelle alors que la chienne patrouillait le périmètre extérieur de l'enclos. Sa posture corporelle était différente, plus rigide, plus vigilante, et pendant un bref instant, Marie aperçut dans ses yeux dorés une lueur primitive, un rappel que sous les couches de socialisation et d'adaptation se trouvait toujours l'âme d'un prédateur sauvage. « Thomas » appela-t-elle doucement, attirant l'attention de son mari qui travaillait à proximité. « Regarde. » Thomas observa la scène, son expression passant de la curiosité à la compréhension. Il approche de la maturité. Ses instincts territoriaux s'affirment. « Tu crois que ça pourrait poser problème ?»
Avec les chiens, Thomas considéra la question avec le sérieux qu'elle méritait. C'est possible. Les lynx mâles deviennent plus solitaires et territoriaux en vieillissant. Nous devrons peut-être ajuster les protocoles d'interaction. Cette préoccupation fut discutée lors de la réunion mensuelle de l'équipe du programme d'ambassadeurs. Alan, qui supervisait maintenant plusieurs sites similaires à travers l'État, bien qu'aucun n'impliquât des relations interspécifiques aussi complexes que celles de Maverick, proposa une approche progressive. Nous pourrions commencer par réduire la fréquence des interactions directes, tout en maintenant la proximité visuelle, suggéra-t-il. Observer comment Maverick réagit à ce changement nous donnera des indications sur la direction à prendre. Dr. Chen, présente en tant que consultante scientifique, offrit une perspective complémentaire. Il serait également intéressant d'étudier quel chien déclenche quelle réponse. D'après mes observations, Maverick maintient des relations distinctes avec chacun d'eux. Sa tolérance pour Max semble presque illimitée, tandis que ses interactions avec Luna deviennent plus complexes. « Et Bandit ?» demanda Marie, inquiète pour le plus jeune et le plus attaché à Maverick. « Bandit représente un cas fascinant », répondit Dr. Chen. Leur relation ressemble presque à celle de frères de portée, transcendant les différences d'espèces. Cependant, même cette dynamique pourrait évoluer avec la maturation de Maverick. Le plan fut mis en œuvre avec précaution. Les interactions directes furent réduites, remplacées par des périodes où les chiens et Maverick pouvaient se voir et se sentir, mais avec une barrière physique entre eux. Des sessions de jeu supervisées étaient toujours autorisées, mais leur durée et leur fréquence diminuèrent progressivement. La réaction de Maverick à ces changements fut révélatrice. Avec Max, il semblait accepter la nouvelle distance avec une compréhension presque philosophique, échangeant des regards calmes avec le vieux Golden Retriever à travers la clôture, parfois s'allongeant parallèlement à lui pour leurs siestes habituelles, séparés mais ensemble. Avec Luna, la situation était plus nuancée. Parfois, Maverick montrait des signes de territorialité, grondant doucement si la chienne s'approchait trop près de certaines parties de son enclos. D'autres fois, il l'invitait clairement à reprendre leur patrouille parallèle, émettant le tri distinctif qu'il avait développé spécifiquement pour communiquer avec elle. Mais c'est avec Bandit que le changement fut le plus difficile. Le jeune chien, ne comprenant pas pourquoi son ami félin était soudainement moins accessible, passait des heures près de la clôture, déposant jouets et bâtons, émettant des gémissements plaintifs qui brisèrent le cœur de Marie. Maverick, pour sa part, semblait déchiré. Il répondait souvent aux sollicitations de Bandit, s'approchant de la clôture pour renifler les offrandes, parfois même jouant à travers les mailles avec des pattes délicates, attentif à ne pas blesser son ami avec ses griffes désormais formidables. Mais d'autres fois, il se retirait dans les parties les plus éloignées de son enclos, comme tiraillé entre des impulsions contradictoires, le désir de maintenir ce lien spécial et l'appel croissant de sa nature solitaire. Cette période de transition coïncida avec un développement inattendu. Un matin de début février, Thomas repéra des traces inhabituelles dans la neige à la lisière de leur propriété, les empreintes distinctives d'un lynx roux adulte. Un visiteur nocturne, commenta-t-il en montrant les traces à Marie. Une femelle, d'après la taille des empreintes. Dans les jours qui suivirent, la femelle lynx fut aperçue plusieurs fois à la périphérie de la propriété, toujours à distance prudente, mais manifestement intéressée par l'enclos de Maverick. Les caméras de surveillance installées par l'équipe de recherche la capturèrent lors de ses visites nocturnes, révélant une magnifique adulte d'environ 3 ans, au pelage hivernal épais et aux oreilles ornées de touffes proéminentes. La réaction de Maverick à cette présence fut immédiate et fascinante. Il passait désormais des heures perché sur son point d'observation le plus élevé, scrutant la forêt avec une intensité nouvelle. Son comportement changeait subtilement, plus d'activité nocturne, plus de vocalisation, plus de marquage territorial. Il semblait à la fois agité et stimulé par cette présence sauvage qui rôdait aux limites de son monde.
C'est la première fois qu'il interagit, même à distance, avec un membre de sa propre espèce depuis sa séparation d'avec sa mère, nota Dr. Chen lors d'une visite d'observation. C'est une opportunité d'étude extraordinaire. Pour Marie et Thomas, cependant, la situation soulevait des questions pratiques et émotionnelles complexes. D'un côté, ils étaient heureux que Maverick puisse établir une connexion avec sa propre espèce. De l'autre, ils s'inquiétaient de l'impact que cette nouvelle relation pourrait avoir sur les liens qu'il avait forgés avec les chiens et avec eux-mêmes. Peut-être est-ce l'évolution naturelle de son parcours, suggéra Thomas un soir, alors qu'ils observaient Maverick qui, ignorant pour une fois la présence de bandits à la clôture, fixait obstinément la forêt où la femelle avait été aperçue plus tôt dans la journée. Nous avons toujours su qu'il appartenait à deux mondes. Marie acquiesça silencieusement, son cœur partagé entre la fierté de voir Maverick s'épanouir et la tristesse de le voir potentiellement s'éloigner de la famille peu conventionnelle qui l'avait sauvé. Ce fut Mike Peterson qui proposa une solution inattendue lors de sa visite hebdomadaire suivante. Nous pourrions étendre le programme d'ambassadeur pour inclure cette femelle, suggéra-t-il, surprenant Marie et Thomas. Pas pour la capturer ou la domestiquer, bien sûr, mais pour reconnaître officiellement cette zone comme un corridor faunique protégé, permettant des interactions naturelles tout en maintenant le statut spécial de Maverick. L'idée était audacieuse, mais séduisante. Elle permettrait à Maverick de maintenir ses connexions avec les chiens et les humains qui avaient façonné sa vie, tout en lui offrant la possibilité d'établir des relations avec sa propre espèce dans un contexte supervisé. La proposition fut soumise au comité du programme d'ambassadeurs, suscitant des débats passionnés. Certains membres exprimèrent des inquiétudes quant aux risques potentiels. Que se passerait-il si Maverick devenait plus agressif suite à ces interactions? Si la femelle attirait d'autres lynx dans la région? Si des chatons naissaient de cette relation, quel serait leur statut? Mais Alan, soutenu par l'équipe scientifique de Dr. Chen, défendit vigoureusement le projet. Ce que nous avons ici est une opportunité sans précédent d'étudier la flexibilité comportementale des lynx roux, leur capacité à naviguer entre différents contextes sociaux. De plus, cela pourrait ouvrir la voie à de nouvelles approches de conservation où les frontières entre sauvages et supervisés deviennent plus perméables, plus adaptatives. Après des semaines de délibération, le comité approuva une version modifiée de la proposition. La propriété des Laurents serait officiellement désignée comme zone d'interface de conservation, un nouveau concept permettant la coexistence surveillée d'un animal ambassadeur avec ses congénères sauvages. Des modifications seraient apportées à l'enclos de Maverick, créant une section tampon où des interactions contrôlées avec la femelle sauvage pourraient potentiellement avoir lieu, tout en maintenant la sécurité de tous les animaux impliqués. Le printemps arriva, apportant avec lui une explosion de vie nouvelle dans les montagnes du Montana. La femelle lynx, désormais surnommée Shadow par l'équipe de recherche en raison de sa capacité à apparaître et disparaître comme une ombre, était devenue une visiteuse régulière, établissant un territoire qui chevauchait délibérément celui de la propriété des Laurents. Maverick, maintenant âgé de 15 mois et presque complètement développé physiquement, semblait avoir trouvé un équilibre remarquable entre ses différentes identités. Il maintenait des interactions régulières avec les chiens, bien que transformé par sa maturité croissante. Avec Max, le vieux sage, il partageait toujours des moments de calme, parfois chassant côte à côte lorsque des proies vivantes étaient introduites dans l'enclos, chacun utilisant ses techniques propres, mais dans une sorte de collaboration silencieuse. Avec Luna, il avait développé un respect mutuel qui ressemblait presque à une alliance entre prédateurs, chacun reconnaissant et respectant le territoire et les compétences de l'autre. Ils n'étaient plus aussi proches physiquement qu'autrefois, mais leurs regards échangés à travers la clôture parlaient d'une connexion profonde et inaltérée. C'est avec Bandit que la transformation avait été la plus remarquable. Le jeune chien,
initialement dévasté par la distance croissante avec son ami félin, avait progressivement compris et accepté cette évolution. Il continuait à apporter ses jouets à la clôture, mais maintenant, il attendait patiemment que Maverick choisisse de s'approcher, respectant ses périodes de retrait. Et quand Maverick était d'humeur joueuse, leurs interactions retrouvaient la magie de leurs premiers mois ensemble, transcendant les barrières des espèces dans une danse de poursuite et d'esquive parfaitement chorégraphiée. Un matin de fin mai, Marie fut réveillée par une agitation inhabituelle parmi les chiens. Sortant sur la véranda, elle découvrit une scène qui resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. À la lisière de la forêt, clairement visible dans la lumière dorée de l'aube, se tenait Shadow. Mais cette fois, elle n'était pas seule. 3 petites formes tachetées se tenaient près d'elle, des chatons de quelques semaines à peine, leur pelage duveteux orné des marques caractéristiques des lynx roux. Thomas, appela doucement Marie, ne voulant pas effrayer la petite famille. Thomas la rejoignit silencieusement, son souffle se coupant à la vue qui s'offrait à eux. « Elle nous montre ses petits », murmura-t-il, incrédule. C'était un comportement extraordinaire pour une femelle lynx sauvage, normalement extrêmement protectrice et secrète concernant sa progéniture. Pourtant Shadow se tenait là, permettant à ses chatons d'explorer prudemment la lisière de la propriété sous sa surveillance vigilante. Plus extraordinaire encore fut la réaction de Maverick. Depuis son enclos, il observait la scène avec une attention absolue, son corps tendu dans une immobilité parfaite, seule sa queue trahissant son agitation intérieure par de légers mouvements. Les chiens, rassemblés près de la véranda, présentaient un spectacle tout aussi fascinant. Loin de montrer l'excitation frénétique qu'on aurait pu attendre face à de potentielles proies, ils observaient la famille de lynx avec ce qui ressemblait étrangement à du respect. Max, assis dignement, sa fourrure dorée brillant dans la lumière matinale. Luna, alerte mais calme, son regard intelligent évaluant la situation. Et Bandit, pour une fois parfaitement immobile, semblant comprendre l'importance solennelle du moment. Marie réalisa alors qu'ils étaient témoins de quelque chose de profondément significatif, un pont se construisant entre monde sauvage et domestique, une reconnaissance mutuelle qui transcendait les frontières conventionnelles des espèces et des habitats. Dans les années qui suivirent, la zone d'interface de conservation des Laurents devint un modèle étudié et répliqué à travers le pays. Maverick, tout en maintenant ses liens avec sa famille adoptive, développa une relation complexe avec Shadow et ses chatons, servant de médiateur entre les mondes sauvages et humains d'une manière que personne n'aurait cru possible. Les découvertes scientifiques issues de cette expérience unique transformèrent fondamentalement la compréhension des capacités cognitives et sociales des félins sauvages, ouvrant de nouvelles voies pour la conservation des espèces menacées. Mais au-delà des publications scientifiques et des protocoles de conservation, l'héritage le plus précieux de cette aventure restait ces moments quotidiens de connexion interspécifique. Maverick et Max partageant un rayon de soleil, Luna et Shadow se reconnaissant respectueusement à la frontière de leur territoire, Bandit enseignant aux chatons curieux de Shadow des jeux qui défient toute catégorisation biologique. Pour Marie et Thomas, ce qui avait commencé comme un acte désespéré de sauvetage lors d'une nuit d'orage s'était transformé en une révélation profonde sur la nature même des relations entre espèces, un témoignage vivant que l'amour, la compassion et l'adaptation peuvent transcender les barrières les plus fondamentales du monde naturel. Et parfois, dans les douces soirées d'été, quand la lumière dorée baignait la propriété d'une lueur presque magique, on pouvait apercevoir un tableau qui résumait toute cette extraordinaire odyssée. 3 chiens et un lynx roux, réunis dans un moment de repos paisible, leurs différences biologiques éclipsées par le lien indéfinissable, mais indestructible qui les unissait, une famille qui, contre toute attente, avait réécrit les règles de la nature.